wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Il est 6h30, madame, monsieur, bonjour, bon réveil et bon début de journée. Contente de vous retrouver ce vendredi pour le dernier numéro de la semaine de Kinkeliba. Nous aurons en quelques instants sur le plateau des invités qui vont nous accompagner jusqu'à 8h. Il y aura également Alun Badara Khan et en début de matinale, nous irons, comme tous les jours, à Yamoussoukro retrouver Sarah et Anta pour la capsule Khan de ce jour. Alors, je rappelle que nous sommes ensemble donc jusqu'à 8h en direct sur la Une, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sans plus attendre, allons tout de suite consulter la météo du jour avec nos partenaires de la NASSIM. Et on revient juste après. Le coach Tarn Khania nous attend en salle de sport pour les exercices de ce vendredi. À tout à l'heure. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de ce jour reste marquée par de la poussière qui est bien notée sur l'ensemble du territoire, qui va persister et va se prolonger jusqu'au dimanche 28 janvier à 23h. Ce qui est même conforté par l'animation satellitale qui nous montre en couleur magenta cette couche de poussière qui est bien présente sur pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, c'est un nuage de poussière qui est bien présent, qui va persister au courant des prochaines heures. Ce qui conforte bien la carte de vigilance, donc, qui montre donc une validité allant jusqu'au dimanche 28 janvier 2024 à 23h. Au niveau de cette carte, on voit bien une persistance de cette poussière au nord et au centre du pays, Dakar y compris. Donc, vers la partie sud du pays, comme vous pouvez le voir, la poussière sera aussi bien présente vers Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Mais c'est surtout vers le nord et le centre-ouest du pays où cette couche de poussière sera beaucoup plus présente. Pour le reste de l'actualité météorologique, donc, comme vous pouvez le voir, c'est des passages nuageux qui seront notés au courant de la journée de ce vendredi et une bonne présence du soleil qui sera notée. Côté sensation, la sensation de chaleur restera toujours de mise au centre du pays avec des valeurs qui tourneront entre 35 allant jusqu'à 36 degrés dans certaines localités. La chaleur sera aussi présente vers la partie sud du pays avec des valeurs de 37 degrés attendues à Ziguinchor, Sédhiou, 38 attendues à Kolda, 37 attendues à Kédougou, 36 à Tamba. Vers le nord-est du pays, sur l'axe Matam-Bakel, les températures tourneront entre 32 à Matam, 34 à Bakel. Et Dakar gardera une valeur assez clémente de 28 degrés. Donc, en résumé, l'actualité phare, comme je vous le disais tantôt, c'est cette couche de poussière qui est actuellement notée à l'intérieur du pays, qui est en train de persister et qui va se densifier au courant des prochains jours. Donc, poussière qui va persister jusqu'au dimanche 28 janvier à 23h, qui sera notée au nord, au centre, vers Dakar et vers la partie sud du pays. Donc, vigilance surtout pour les personnes souffrant de maladies respiratoires, les jeunes enfants et les personnes adultes. Pour suivre l'évolution de ce phénomène de poussière, vous pouvez toujours consulter les plateformes digitales de la NASSIM que voici, Facebook, Twitter, sur YouTube et sur le site officiel de la NASSIM. Ce qui met fin à ce bulletin météo. Merci beaucoup à nos partenaires de la NASSIM pour les prévisions du jour à Dakar et aussi à l'intérieur du pays. Vous l'avez sans doute constaté, l'alerte à nouveau lancée sur cette couche de poussière qui va malheureusement se poursuivre jusqu'à dimanche. On va continuer donc à prendre nos précautions. Alors, c'est le moment d'aller retrouver coach Tandakhadia en salle de gym pour les exercices
de ce vendredi, les derniers exercices de la semaine. Et on va tout de même se reposer ce week-end. Coach Tandakha, que nous suivons. Et on se retrouve juste après pour la suite avec l'équipe de ce vendredi au complet. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous allons terminer la journée en beauté. Et donc, le vendredi, le challenge du vendredi, vous le savez, d'habitude, qui va très, très, très vite, ce challenge-là. Alors, aujourd'hui, avec la barre olympique, alors vous allez voir aussi, il y a l'effectif, mais là, évidemment, avec le duo qui était toujours là tout au long de cette semaine, avec le coach Bou, avec Ndeye Diallo, mesdames et messieurs, vous allez apprécier. En tout cas, avec le challenge du vendredi, je ne vais pas vous en dire plus. Le coach Bou va y revenir largement, mais je vais justement lui donner la parole. Alors, coach Bou, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, on est là ce vendredi, on va très rapidement boucler la semaine comme on l'a fait, on le fait tous les semaines presque. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre challenge. Tous les vendredis, c'est du challenge qui va partir très rapide, comme l'a si bien dit coach Tandakha. On va partir en force, en énergie, en explosivité. Aujourd'hui, on va présenter l'exercice qui s'appelle le landmine. Pourquoi on a choisi cet exercice? Parce que c'est un exercice de force, un exercice d'endurance, c'est un exercice aussi d'explosivité. Aujourd'hui, on va l'utiliser avec notre bande élastique pour créer ce qu'on appelle une surplus de charge et de pouvoir travailler notre explosivité à notre poussée. Donc aujourd'hui, on va faire le challenge avec cet exercice-là en duo training avec Ndeye Diallo qui est toujours là. Et très rapidement, vous allez juste suivre le duo et on va se donner le rendez-vous, Inch'Allah, très rapidement dans nos exécutions. Merci. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti pour ce challenge du vendredi. La barre olympique accompagnée de l'élastibande. Alors ici, c'est vrai que c'est un travail combiné avec l'élastibande, mais avec évidemment la barre olympique. Alors comme vous le savez, un exercice qui s'est complètement démocratisé et dans le monde, dans les salles de musculation, les grandes salles de musculation, eh bien on trouve justement cet atelier apprécié. Et là, vous allez apprécier, regardez, le statodynamique et par moment, avec le coach Bou, et là, c'est vrai, ça marche bien un tout petit peu. Alors, comme vous l'avez constaté, et c'est l'heure des étirements pour montrer que cet exercice est derrière nous. C'était notre challenge, vous avez bien suivi, vous avez vu l'exécution, les jambes sont activées, les bras sont activés, donc d'où l'intérêt de pouvoir travailler cet exercice qui va faire solliciter les fessiers et en même temps vos deltoïdes et vos triceps. Donc c'était l'exercice qu'on vous a proposé et on se dit un très bon VSD à vous qui nous suivez et merci à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. Voilà, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, encore une fois. Toujours ravi de vous retrouver, évidemment, aujourd'hui avec le challenge du vendredi. Il y avait un challenge qui va toujours très, très, très vite. Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon VSD en attendant de nous retrouver, Inch'Allah, lundi. Merci beaucoup, coach Tandakha. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end et on espère vous retrouver lundi en forme, justement, pour une nouvelle capsule gymnastique. Alors, l'équipe de ce vendredi, c'est Alun, c'est Ibou. C'est nos deux invités que nous allons tout à l'heure présenter avec, bien entendu, Alun Badara Kane. Bonjour d'abord. Bonjour la reine. Ça va? Ça va. On est vendredi, on est heureux. On est vendredi, on est heureux. Bon, on sort toutes les réserves parce que derrière, bon, on a droit à une journée et demie de repos. Je ne dirais pas 2 jours. Il y en a qui ont droit à 2 jours. Le week-end, c'est voilà, 1 jour et demi quoi, pour ceux de Kenkeliba. Parce que le dimanche après-midi, vous êtes focus déjà sur le numéro du lundi. Oui. Voilà, mais c'est déjà. Pendant que les autres attendent tranquillement. Tranquillement. Bonjour Ibou. Bonjour madame. Ça va? Content de te retrouver. Merci, c'est réciproque. Alors, on va parler de quoi tout à l'heure dans ta chronique? Les polices d'assurance, la CAF qui organise, a une police d'assurance
les individus doivent avoir une police d'assurance. Oui. Donc, partant d'un constat, proposer des solutions sans être dans une dynamique d'une police morale. Ce sera tout à l'heure. Bonjour également à nos deux invités et à l'une qui nous présente tout de suite leur profil. Bon, enfin, il est là. Hein, j'ai envie de dire, notre premier invité, Mbaye Hadj. Depuis qu'on a eu la chance d'avoir ce livre-là, Oui. un éclairage véritablement sur les défis auxquels l'Afrique fait face par rapport au changement climatique, un livre qu'il a sorti récemment. Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique, c'est un sujet qu'il passionne, c'est un sujet qu'il maîtrise fort bien, notre invité. Mbaye Hadj, je rappelle, il en est l'auteur bien sûr, il est spécialiste donc en économie d'énergie, énergie renouvelable et système de management d'énergie ISO 5001. Donc il s'investit beaucoup dans ces questions-là liées au changement climatique et de développement durable. Donc on va revenir avec lui sur les enjeux pour l'Afrique par rapport à ce concept nouveau qu'est le développement durable. Est-ce que l'Afrique est véritablement prête à relever les défis qui devraient donc, disons, payer la note? Parce que quand même, en termes de contribution, Bien malheureusement, à cette pollution de la planète, la part de l'Afrique est vraiment infime, même pas 2%. Et pourtant, on nous demande de faire des efforts colossaux. Je crois qu'à ce niveau, il est peut-être un peu en phase avec le président du Sénégal sur la question donc, de l'utilisation des énergies fossiles. Donc, on reviendra sur tout cela dans la partie qui lui sera consacrée. Et à sa suite, une dame qui nous vient de Thiaroye, elle est là véritablement pour faire le plaidoyer, pour voilà, prêcher la bonne parole pour que ces jeunes-là qui prennent les embarcations, qui risquent leur vie pour rallier l'autre rivage donc, de la Méditerranée, puissent rester au pays et contribuer à son développement. Elle le fait à travers donc, ses actions dans le centre dont elle est bien sûr la directrice, le Centre communautaire de digitalisation, appelé, disons, CCD, et qui est basé à Thiaroye, donc au cœur même de la banlieue. Et avec Madame Badji, Véronique Marie-Rose Mendy, Madame Badji, on parle un peu du travail donc, de ce centre, la conscientisation, la sensibilisation de ces jeunes, mais également en profiter pour peut-être faire aussi toujours un plaidoyer, parce que c'est le but du jeu. Donc, quand on invite véritablement ce genre de profil, c'est pour qu'ils puissent aussi avoir de l'assistance, du soutien de la part des bonnes volontés, mais pourquoi pas aussi donc, des structures publiques. Donc, voilà les questions qui seront au menu des échanges avec nos deux invités, M. Mbaye Hadj et Mme Badji. C'est bien cela. C'est bien. Voilà, donc M. Badji sera heureux. Ah oui, bien entendu. Bonjour, je commence d'abord par la dame. Bonjour Véronique. Voilà. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vais Bienvenue super sur bien. le plateau de King Keliba. Merci beaucoup à vous. Bonjour également à Mbaye Hadj. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. En forme. En Le forme. réveil, ça n'a pas été compliqué pour vous deux, j'espère. Mais Non, franchement, pour le réveil, moi je vous dis chapeau, parce que c'est pas évident du tout. Merci. Mais très très heureux compliqué. d'être dans le plateau en tout cas. Oui, merci et bienvenue. Alors, on va maintenant retrouver le coach Tandakha Ndiaye, toujours en sport. Coach Tandakha qui nous parle de Special Olympics Sénégal, qui a désormais une ambassade de choix au service de l'enfance en déficience intellectuelle. Il nous présente aujourd'hui le profil de Fatou Diagne, internationale sénégalaise de basketball, récemment championne d'Afrique avec son club égyptien d'Alexandrie Sporting, qui s'engage désormais à accompagner les jeunes sportifs déficients intellectuels sénégalais. Alors, je vous propose de suivre ce reportage de Jacob Dir et de Tandakha Ndiaye. L'Institut de formation des métiers du sport a abrité la cérémonie. Une cérémonie simple mais combien significative pour la famille des Special Olympics Sénégal. Fatou Diagne s'engage ainsi à porter la voix des athlètes des Special Olympics Sénégal. Une lutte contre la stigmatisation, de véhiculer, d'inspirer les valeurs de l'inclusion, mais aussi de joie, mais également de responsabilité et de courage. Et tout ceci est naturellement au grand bonheur de la famille, mais aussi des responsables au haut niveau des Special Olympics Sénégal. Une grande fierté et d'avoir Fatou Diagne à nos côtés comme ambassadrice, porte-voix des athlètes de Special Olympics Sénégal. C'est la première sportive sénégalaise à s'intéresser à Special Olympics, à s'intéresser à nos athlètes et à vouloir être de nos côtés. Donc pour cela, nous remercions sincèrement Fatou pour cet engagement auprès de nos athlètes, auprès de Special Olympics. Cela montre vraiment son grand cœur et son envie de pouvoir partager, donner ce qu'elle a reçu grâce au sport. Elle vient nous le remettre également pour nos athlètes. Donc une grande fierté, une grande joie d'être avec Fatou qui devient ainsi notre ambassadrice. Fatou Diagne, double championne d'Afrique
avec le club de Alexandrie en Égypte, le club Sporting, un club qui a remporté récemment, en 2023, la première édition de l'Africa Women de Basketball League. Merci coach Tambakhadia pour cet élément sport qui nous sert justement de transition pour parler actualité. La CAN, bien sûr, même si les équipes ont 48 heures pour se reposer et revenir en force justement pour entamer les matchs de huitième de finale. Un match qui attire bien entendu naturellement notre attention, c'est celui du Sénégal avec la Côte d'Ivoire et la dernière actualité justement sur ce match, mais concernant surtout la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a remarqué hier, la Fédération ivoirienne de football qui a saisi la Fédération française de football pour justement obtenir le prêt d'Hervé Renard afin d'espérer qu'il puisse continuer la compétition avec les éléphants. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ça a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux, la plupart négatives, hein. Le message est extrêmement négatif dans la mesure où on parle de managers. Je pense que la Côte d'Ivoire a assez de ressources dans les managers. Nous l'avons vu dans le caoutchouc, nous l'avons vu dans plein d'activités. J'en suis sûr que beaucoup sont choqués. Et peut-être même, moi, je reste convaincu qu'on va dire que c'était une fausse information. C'est un fake news. Oui. Je n'y crois pas jusqu'à la preuve du contraire. Mais le message envoyé quand même à la jeunesse, surtout aux écoles de management, surtout le corps sportif. Mais même nous-mêmes, nous sommes impactés. C'est pourquoi cette vague, c'est un rejet dans la mesure où, même si l'entraîneur était là en 48 heures, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Et d'autant plus qu'il est ailleurs. Et puis, en plus, dans le règlement de la CAF, c'est impossible. On ne peut pas actuellement changer un joueur qui est blessé. Donc, un entraîneur également ne peut pas être changé. En tout cas, le message là, je n'ai pas apprécié du tout. Mais bon, comme on dit, la souveraineté, le droit de faire ce qu'on veut. Mais là, c'était le point négatif. C'est ça. Maloud? Bon, panique à bord chez nos amis ivoiriens. C'est la panique. Et ça nous profite bien. Et ça nous profite très bien. Je pense que, en tout cas, on priera toujours pour qu'il n'y ait pas de sérénité chez les Ivoiriens jusqu'à la fin de ce match-là contre le Sénégal. Et après, maintenant, voilà, on va prier pour un retour au calme, donc dans le vestiaire des éléphants. Parce que déjà, cela en dit long sur leur psychose, sur leur peur de rencontrer le Sénégal. Parce que s'ils avaient peut-être beaucoup plus de certitude, ils n'auraient pas envisagé une telle possibilité. Parce que quand même, en termes d'image même, d'estime, voilà, d'image de marque pour la Côte d'Ivoire, pour ses techniciens, quand, je rappelle, à la suite de Ibou, que le premier coach de la sélection ivoirienne à brandir un trophée est un Ivoirien, Yao Martial. C'est un enfant du pays, un Ivoirien bon teint qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner son trophée, tout comme Aliou Cissé qui a été le premier Sénégalais, un Sénégalais bon teint qui a permis au Sénégal donc de gagner son trophée. Je pense que l'ère donc de ces magiciens blancs-là est vraiment révolue et c'est vraiment déplorable de voir une sélection africaine confrontée à des difficultés qui se tourne vers un sorcier blanc, même si on sait que quand même Hervé Renard, voilà, il a eu beaucoup de succès en Afrique, mais en termes d'impact, d'image renvoyée aux autres, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et puis maintenant, le Sénégal n'a qu'à en tirer profit, parce que je suis sûr que connaissant Aliou Cissé, avec l'expérience qu'il a fini maintenant d'emmagasiner, depuis 2015, il est sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, il saura trouver les mots pour dire à ses poulains, vous voyez la panique chez nos amis ivoiriens, donc vous n'avez qu'à pousser un tout petit peu et la maison va totalement s'écrouler et le Sénégal donc ira tranquillement un quart de finale. Donc je pense que c'est une bonne chose pour le Sénégal. Ils ont peur, hein, c'est clair, hein, parce que je vois même beaucoup de publications, vous savez, ils sont tellement drôles, ils sont pleins d'humour. Nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, il y en a qui disent qu'on a échappé au palu pour tomber sur le sida, parce que ça en valait la peine. Et voilà, il y a tellement de choses comme ça. Mais c'est bien, c'est de bonne guerre. Et donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un camp serein, c'est vraiment celui-là du Sénégal. Oui. Voilà. Alors, Hadj, qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous sentez un petit peu plus rassuré par rapport à ça, suite à cette démarche justement de la Côte d'Ivoire? Parce que le match Sénégal-Côte d'Ivoire, jusqu'à hier, ça nous faisait un petit peu peur quand même. Tout à fait. Moi, j'ai d'abord pensé en fake news quand j'ai entendu la nouvelle. Mais sincèrement, si c'est une information qui est avérée, ce serait d'abord dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement, c'est un manque de respect, à mon avis, hein, disons aux nationaux qui sont ivoiriens. Et même aux nouveaux sélectionneurs qui assurent l'intérim. Hein. Non, mais c'est clair. Mais au-delà de ça, je pense que si cette information est vraie, ça change tout en tout cas dans la configuration de Sénégal-Côte d'Ivoire. Parce que si Hervé Renard va sur le banc, en tout cas ivoirien, il faut qu'on les bouffe. Pour montrer que, en tout cas, ce que les Ivoiriens ont pris comme décision, ça n'a pas été la bonne. Il faut qu'ils, en tout cas, favorisent
l'ivoirianité, quoi. Bien sûr. C'est ça. Véronique, vous avez suivi? Je vais rejoindre tout le monde. Je pense qu'ils ont résumé parfaitement la situation. Donc, je vais juste ajouter qu'il faut qu'on croie en nous. Bien sûr. Que c'est possible de rêver, qu'on l'a fait, qu'on peut le refaire. La Côte d'Ivoire a eu ses étoiles, le Sénégal pareil. Et on a mis en avant nos compétences nationales. Ce n'est pas à ce stade-là que les gens vont retourner en arrière. Il faut aller de l'avant, s'efforcer de pérenniser les acquis et puis go. Oui. Mais on dit au Sénégal, nous sommes des djambars, on sait que ça va nous booster davantage et que l'équipe, on est tous derrière eux. Oui. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est ça. Et à l'une, rapidement, comme l'a dit Mbaye, ça frôle un petit peu le manque d'égard aussi, surtout à l'endroit de ce nouvel entraîneur dont on parle. On ne lui a même pas laissé le temps de dérouler, de prouver, n'est-ce pas? Il est clair qu'aujourd'hui, ils auraient pu amener Mourinho, le coach du Real, là, comment il s'appelle, Ancelotti. Oui, j'ai même vu une photo de Messi. En 72 heures, dans le temps aujourd'hui pour mettre sur pied un schéma tactique clair qui pourrait peut-être faire penser la balance en faveur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont même plus besoin de coach, ils ont surtout besoin de préparateurs mentaux. C'est ça. Parce qu'avec l'effondrement qu'ils ont connu lors du match contre la Guinée équatoriale, ce dont les Ivoiriens ont besoin, c'est vraiment d'un travail psychologique très poussé. Pour peut-être les remettre d'aplomb et qu'ils sachent qu'ils peuvent escalader la montagne sénégalaise. Mais je pense que ce n'est pas un grand sorcier là qui pourrait, en l'espace de 72 heures, mettre sur pied un schéma tactique qui pourrait peut-être contrecarrer les plans du Sénégal. Donc à ce niveau, ce n'est pas bien pensé, ça n'a pas été bien pensé. Et puis autre chose également, ils ont oublié que l'actuel président de la Fédération française de football, il est d'origine sénégalaise. Bon, comme on dit, il est du Sénégal. Et Philippe Diallo, hier, il a opposé un niet catégorique donc, à cette demande ivoirienne. Et ça, j'ai dit à mes amis que les Ivoiriens, ils n'ont pas intégré ce schéma-là dans leur demande. C'est ça. Donc Philippe Diallo, s'il y a un camp qui va aider, ce serait bien celui-là de ses ancêtres. Et c'est celui-là donc du Sénégal. Donc je pense que vraiment leurs chances se rétrécissent davantage. Ils ont pratiquement peu de chances de faire face donc au Sénégal. On ne va pas tomber dans le triomphalisme, mais sincèrement, si on met tous les éléments sur la carte pour une bonne analyse, le Sénégal a aujourd'hui tous les atouts pour venir à bout de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est très difficile de se relever d'un tel coup de massue. On se souvient du Brésil, qui a essuyé un cinglant revers face à l'Allemagne en 2014, 7-1. Ça les a poursuivis, même pour le match de la 3e place. On a vu également l'équipe brésilienne qui s'est effondrée totalement face aux Pays-Bas, avec également une autre raclée. Et là, ça va être très compliqué pour les Ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire est une équipe joueuse, est une équipe offensive. Et là, avec la déculottée qu'ils ont subie, certainement, ils se diront dans leur subconscient, on ne va pas partir à l'abordage, on va essayer d'attendre le Sénégal. Et ça, ils le feront, ils vont jouer contre nature. Parce qu'ils ne savent pas le faire. Le joueur ivoirien, vous lui demandez de rester dans sa moitié de terrain, il jouera contre nature. Et je pense que si j'étais à la place d'Aliou Cissé, je mettrais vraiment l'accent sur cela. Allons à l'abordage parce qu'eux, ils vont essayer de jouer contre nature. Et ça ne va pas leur profiter. Et c'est au Sénégal donc d'en tirer profit et de résumer le match en une mi-temps. Exactement. Voilà, c'est cela. Oui. Alors, on va tout de suite rejoindre Sarah et Anta pour la capsule Cannes de ce vendredi. Bonjour mesdames. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la dernière chronique de cette semaine. Je me trouve sur une grande avenue qu'on appelle l'avenue des Maquis ici. Le soir, c'est très ambiancé et dans un petit moment, nous entrerons dans un restaurant sénégalais très célèbre ici. Avant cela, vous le savez, les Lions continuent les entraînements en direction du match des 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. Voici pour démarrer quelques images de la séance d'entraînement d'hier.
Alors un peu partout ici à Yamoussoukro et j'imagine dans toutes les villes qui accueillent cette compétition, il y a des drapeaux des différents pays qui participent à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, surtout au niveau des restaurants pour marquer justement l'hospitalité ivoirienne. On enchaîne, je vous emmène cette fois-ci à Babi avec Anta. Les découvertes d'Anta, elle a assisté à une belle soirée à Abidjan. Vous le savez, Abidjan est doux, comme on dit. Et c'est la fête et la fiesta, surtout en ce moment. Les découvertes d'Anta, c'est maintenant. Voilà, Sarah Chamène aujourd'hui à la découverte de Abidjan by Night, un festival qui abrite vraiment beaucoup de stars internationales, notamment Burna Boy ou encore Didi B. Je vous propose de me suivre. On va découvrir un peu ce qui se passe ici à Babi by Night. Donc voilà, Salah, j'ai retrouvé un fidèle téléspectateur de Kinkeliba qui nous a reconnus. Alors, vous vous appelez comment? Cheikh Tijani Diomandé. Alors, vous suivez souvent Kinkeliba, c'est ça? Ouais, tous les matins, avec ma mère. Votre mère est sénégalaise? Ouais, elle est sénégalaise, ouais. Voilà, on va mettre le feu ici ce soir à Babi, Sarah Louya. Suivez-moi, on va suivre Burna Boy, Didi B. En tout cas, moi, je vais m'enjailler pour vous. De l'autre côté, à Yamoussoukro, je sais que bon, Yamoussoukro by Night, c'est pas la même chose que Abidjan by Night. La particularité de la Côte d'Ivoire, c'est que de la vivance, la bienveillance. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est-à-dire que tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, ça vit. Abidjan n'est pas doux. Abidjan est très doux, mais il ne faut pas dire ça. Maman, Abidjan est doux? Mais Dakar est Dakar. Ah! Dakar est Dakar. Dakar est Dakar. J'ai un petit doute. C'est pas ce que tu me disais tout à l'heure. Vraiment, on se rend compte qu'on a un pays magnifique, un pays de fêtards, des gens gentils et qui aiment le Sénégalais. Sarah, comme chaque soirée, il y a un côté VIP, côté get to be. Alors, on va faire un peu le tour du côté VIP, voir ce qui se passe de ce côté-là. Je sais qu'il y a plein de blowers, hein, comme on aime les appeler chez nous à Dakar. On va y voir. Vous êtes vraiment le frère à Burna Boy? Ouais, tout à fait. Vrai frère? Pas le vrai frère. On est le frère, on est la famille. Ok, d'accord. Alors, Burna Boy qui va presser ici ce soir. Ouais. Il connaît un succès international. Ouais, tout le monde le connaît. C'est le mieux au monde entier. Il y a beaucoup de monde, une bonne ambiance et ça va bien se passer. L'atmosphère, l'accueil, la joie de vivre, la bonne ambiance. I love Abidjan. It's my third time here and I'm going to keep on coming again and again. I'm having a good time. Il fait beau vivre, tout le monde. La nuit dure jusqu'à très tôt matin, on va dire ça. Franchement, j'ai critiqué la Côte d'Ivoire, mais en vrai, c'est structuré, les infrastructures, elles sont là. Tout est à disposition pour que tous les invités de l'Afrique puissent être en bonne osmose et tout, etc. Donc, chapeau. Venez à Abidjan, Abidjan est le plus doux au monde. On danse, c'est nice. Non, ça va, ça n'a rien à dire. Abidjan est doux. Sarah, j'ai découvert des Sénégalaises qui se cachent. Je vais aller m'asseoir auprès d'elles, même au milieu, entre elles. Elles se cachent. Nénama, tu n'as pas fait ça. Si, j'ai bien fait ça avec nos belles Sénégalaises. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Sénégalaise. Nangen def? Magnifique. Yéen ci jàmm? Dégg ngeen wolof? Bu baax. Foo leen dëkk? Sénégal, xanaa. Vous êtes venu juste pour la CAN? Non, moi je vais ici. D'accord. Et vous? Moi, je suis venue pour la CAN. D'accord. Est-ce que vous supportez une équipe spécialement? Vous, je sais, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, le Nigeria. Moi, le Sénégal. Sénégal rec. Le Nigeria. Congolais, c'est le Congo qui va gagner la CAN. Vu qu'on n'a que notre pays, on n'a que la patrie. Ah ben, l'engagement qu'on a est inné et voilà, on suit l'équipe partout dès qu'on peut. Alors l'équipe dégage une certaine
force collective. Un peu trop à mon goût parce que ça commence à me faire peur. Tous les consultants disent que le Sénégal est favori de cette compétition. Et moi, j'aime bien quand on avance caché. Voilà, Sarah, c'était tout ce que je te proposais pour le Abidjan by Night. Ciao, ciao. Je vais faire la fête. Bisous. C'est l'un des restaurants les plus célèbres ici à Yamoussoukro et surtout sur cette avenue des Maquis. Ça s'appelle la Teranga. Vous aurez compris qu'on est bien au Sénégal. Ce restaurant propose des plats bien de chez nous. Le tchèbou poisson, tchèbou djen, tchèbou yap, tchèbou guinard, du yassa. Il y a un peu de tout pour faire plaisir à la communauté. Et en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, c'est tout simplement un lieu de rendez-vous pour notre équipe également. Aujourd'hui, on a profité pour déjeuner ici. Vous voyez l'équipe. C'est également un lieu de rendez-vous finalement pour toute une communauté. Et on va retrouver le propriétaire justement de cet endroit avec qui on va échanger un tout petit peu sur l'historique de la Teranga. Bonjour. Bonjour. Le restaurant La Teranga existe depuis quand? Bon, en fait, le restaurant Teranga existe il n'y a pas très longtemps. C'est récemment qu'on a créé ça. Du fait que bon, la CAN, ça se trouvait ici à Yamoussoukro, surtout notre équipe sénégalaise joue ici. On a tout fait pour avoir ce restaurant pour quand même accueillir nos frères, nos supporters sénégalais, avec tout le monde, quoi. Et jusqu'à présent, il y a monde, il y a affluence, le matin comme le soir. Ben, j'avoue que chaque jour, je rentre à la maison à 2h30 du matin. Vous êtes ici depuis combien d'années? Bon, moi, en fait, je suis là, ça fait quand même un moment. Ça fait plus de 30 ans, 40 ans que je suis là. Mais ça, c'est pas mon travail. Moi, je fais la bijouterie. Je suis bijoutier de profession. C'est pour mon épouse. Moi, je fais la bijouterie. Vous nous la présentez justement, cette équipe qui vous accompagne en cuisine. On y va. Bon, celle-là, c'est ma nièce. C'est ma nièce. Bon, elle est là aider la famille. Donc, c'est la fille à ma grande sœur. Elle s'appelle Adji Gueye. Voilà. Bonjour Adi. Bonjour. Nayadef, ça va? Oui, ça va. Ça va, Ningsikao. Ça se passe bien? Oui, très bien. Avec la CAN, il y a beaucoup de monde. Hein? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de monde. Tout le monde est là, les Sénégalais et les Camerounais, Guinéens et tous. Ils viennent manger ici. Nous sommes contents aussi de les recevoir, de voir les Sénégalais et nous nous sentons comme au Sénégal. C'est vous qui cuisinez? Oui, je cuisine, ma soeur aussi. Nous sommes beaucoup. D'autres sont à la maison. Aujourd'hui, vous avez proposé quoi comme menu? J'ai fait du soupe kandje, du tchèb guinard, tchèb djen. Je m'appelle Ayosira Koli. Je suis sénégalaise. Et vous vivez ici ou vous êtes juste venu pour la CAN? Non, je suis juste venue pour la CAN. Pour supporter les Lions? Oui. Un message pour les Lions, justement? On est fiers de vous et on espère que vous allez gagner la CAN. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là aussi pour la CAN? Oui, effectivement. Vous êtes venu de Dakar, c'est ça? Oui, de Dakar. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Bon, 2 semaines. Exactement. Le séjour se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Un petit message pour les Lions? On vous encourage et on espère que vous allez gagner encore la CAN, Inch'Allah. Vous êtes là tous les jours? Tous les jours, matin et soir, avec mon ami là, Omar Dien. Et vous êtes là pour la compétition, c'est ça? Oui, pour la compétition. Comment trouvez-vous le parcours des Lions jusqu'à présent? Bon, extraordinaire. Hein? Jusqu'à présent, on est dans la bonne voie. Donc nous avons de l'espoir, quoi. Voilà. Sénégal-Côte d'Ivoire? Bien, on va gagner quand même. Pronostic? Nous ne sommes pas une petite équipe, peut-être 2-0. Bonjour. Bonjour Sarah. Comment ça va? Ça va bien. Ah, vous suivez la matinale? Oui. Vous êtes un fan de Kinkeli? D'RTS surtout, en général. Ah oui, je suis toutes mes émissions là. Merci, c'est gentil. Alors, Sénégal-Côte d'Ivoire, lundi, pronostic? En tout cas, ce ne sera pas un match facile. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire n'a plus rien à perdre. Comme on dit, une bête blessée. Donc, elles seront, c'est sûr, dangereuses. C'est nous de les gérer, de ne pas se précipiter. Et on espère gagner au moins 2-0 pour pouvoir aller de l'avant et rentrer avec la coupe au soir de la finale, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, messieurs. 2-0, hein? C'est ça. Il est excellent, le repas ici ou pas?
Ouais, c'est bien. On a eu l'impression en fait que le plat a été préparé à Dakar et expédié ici en Côte d'Ivoire. Donc c'était pas mal. Et puis même les plats ivoiriens sont quand même assez comestibles, quoi, entre le attiéké, beaucoup de poulet, aloko, tout ça. Ça se passe bien. Bon, après, d'un autre côté, il y a beaucoup de restaurants, il y a des fast-food, on peut manger des pizzas de très bonnes. Et donc voilà, sur ce plan-là, on n'a pas de problème. Massiré, il mange quoi tous les soirs? Du poulet. Merci d'avoir regardé cette chronique. On vous retrouve lundi avec le même plaisir. Ce sera un jour de match pour les Lions du Sénégal. Bonne chance encore une fois à nos Gaïndés. On vous souhaite un agréable week-end. À lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sarah. Bon week-end à toi aussi et à Amta, ainsi qu'à toutes les équipes de la RTS actuellement sur place avec ce restaurant, la Teranga. On espère que nos compatriotes ne soient pas dépaysés, surtout avec la préparation du traditionnel riz au poisson. On a vu et ça a donné un petit peu envie. Vous avez eu l'occasion de goûter, vous qui avez déjà fait la Côte d'Ivoire, Baï? Si. Le plat, en tout cas, à Tchéké, à Loco, poisson brisé là. Franchement, ça marche très fort. C'est le must. C'est le must, voilà. Et bon, il y a d'autres en garba, je sais pas. Oui. Mais bon, moi, j'ai une préférence pour ça, quoi. C'est ça. Ouais. Et les Sénégalais le préparent bien aussi maintenant. Tout à fait. Chez les vendeurs de fruits, on voit beaucoup de haloko. À Tchéké, il y en a dans toutes les surfaces. Poisson brisé, n'en parlons pas, quoi. Donc ici, effectivement, on en cuisine. Moi, chez moi, j'en prépare beaucoup. En tout cas, je demande à ma femme de préparer. C'est ça. Mais au-delà de ça, c'est un beau pays aussi, hein. Sur le plan des infrastructures, surtout, comme l'a mentionné tout à l'heure un des supporters. Tout à fait. Moi, en tout cas, la Côte d'Ivoire, j'ai été agréablement surpris. Effectivement, quand on y va, en tant que Sénégalais, bon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent découvrir Dakar, mais quand on fait le sens inverse, moi, j'estime que la Côte d'Ivoire est au-dessus, clairement. Bon, économiquement, bon, quand on parle de BRVM, toutes les entreprises, en tout cas, cotées en bourse, dans la sous-région, sont plus ivoiriennes qu'autre chose. Bien sûr. Donc, c'est un pays qui est au-dessus, qui travaille aussi. Oui. Ouais. Et ça, c'est bien. Oui. Véronique, vous avez eu l'occasion de visiter? Malheureusement, pas encore, mais je suis régulièrement les émissions. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la Côte d'Ivoire est au-dessus du Sénégal côté infrastructure. D'ailleurs, même, on peut dire que l'économie ivoirienne est un peu au-dessus de la nôtre. Donc, c'est à nous aussi d'amorcer la vitesse, de mettre le levier pour pouvoir les rattraper un peu. Donc, je connais un peu aussi les plats, parce qu'il y a des restaurants ivoiriens ici, et je pense qu'ils font une très bonne cuisine, qui peut égaler aussi la nôtre. C'est ça. Donc ça, il faut le reconnaître, c'est la vérité. D'après Tierno, on n'est pas dépaysé, hein. On a l'impression que le riz a été préparé à Dakar. Mais bon, c'est tout à fait normal. Il y a une forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Trècheville, c'est pratiquement un quartier sénégalais dans Abidjan. Bon, en termes de niveau de développement également, ça peut se comprendre, ça se justifie amplement, parce que déjà, en termes sur le plan démographique, la Côte d'Ivoire, c'est 40 millions d'habitants. Si je ne me trompe pas, j'espère que je ne m'abuse pas, hein, c'est 40 millions d'habitants. La part de la Côte d'Ivoire dans le marché communautaire, c'est 40% de l'économie de l'UEMOA. Et puis, et puis, en termes aussi de ressources naturelles, c'est le premier pratiquement pays producteur de cacao en Afrique. Voilà, donc je pense que la Côte d'Ivoire a tellement d'atouts à faire valoir que c'est tout à fait normal qu'elle puisse avoir aujourd'hui ce niveau de développement, même si je trouve quand même qu'elle aurait même dû dépasser cela depuis des années. Malheureusement, entre-temps, il y a eu cette guerre civile-là qui a plombé donc les activités économiques pendant plus de 10 ans. Mais la Côte d'Ivoire, si vraiment les Ivoiriens travaillent sérieusement, elle pourrait être le porte-étendard donc de l'UEMOA, de l'Afrique même de l'Ouest francophone sur le plan économique, même si le Sénégal aussi, entre-temps, a fait pas mal de progrès sur le plan des infrastructures. Dakar, aujourd'hui, quand même, est une ville en chantier. Il y a tellement d'infrastructures. En termes de mobilité urbaine, je pense que beaucoup d'efforts ont été réalisés. Quand vous faites le pays aussi, je me plais à le rappeler tout le temps, parce que quand même, j'ai eu à faire pratiquement tout le Sénégal, une ou deux fois d'ailleurs. On a la possibilité de prendre son petit déjeuner ici à Dakar et quelle que soit la distance,
de prendre le déjeuner une fois arrivé. Oui. Et c'est possible. Il fut un temps, c'était inimaginable. Mais aujourd'hui, vous vous réveillez tôt le matin, vous êtes à Kédougou, vice-versa. Donc je crois que ça aussi, c'est des efforts à saluer. Il y a aussi d'autres pays qui m'ont vraiment épaté. Le Ghana, j'ai eu une fois à faire le Ghana, et ça commence à remonter, ça date quand même. J'ai constaté également sur place vraiment un niveau de développement en termes d'infrastructures, mais incroyable. Comme quoi, l'Afrique aussi, voilà, quelque part, ça travaille dans certains pays. Et quand ça marche, il faut le dire. Ça, c'est extrêmement important également pour que cela puisse donner un exemple, qu'il y ait une saine émulation. Il n'y a pas de rivalité, mais qu'il y ait une saine émulation entre pays africains pour qu'au final, tout le continent puisse rattraper le retard accusé sur les autres. C'est ça. Voilà. Et vous, tu souhaites réagir sur ce La Côte d'Ivoire, je dirais que garde le leadership en termes de ressources, du cacao, du bois, etc. Et parce que dans l'Afrique de l'Ouest, de mon point de vue, ces trois leaderships existent. Industriel, c'est le Nigeria, tout le monde connaît, en termes de démographie d'abord, et puis d'évolution, beaucoup d'innovation. Et la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, le leadership en termes de ressources. Et le Sénégal, le leadership politique. Leadership politique. En termes de ressources humaines. Ah oui. C'est le leadership politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants ivoiriens actuellement à Dakar. Parce que, comme elle l'a dit aussi sur le plan intellectuel, quand même, le Sénégal a toujours été considéré comme le phare de l'Afrique francophone. Absolument. Ça, il faut tout faire quand même pour le préserver. C'est important. Exactement, c'est important. Alors, Ibou, on va maintenant passer à ta chronique. Et aujourd'hui, tu nous parles de l'importance de la police d'assurance dans le football. Oui. La CAF qui organise une activité CAN, la fête de l'Afrique. Et dans ces articles, la CAF exige que les pays organisateurs soient sur 3 points. Les infrastructures, d'accepter l'intégralité de leur réglementation, surtout financière, et le troisième que j'ai oublié. Mais le point le plus important dans ça, la CAF exige que les fédérations assurent l'ensemble de leurs délégations. Que ce soit le président de la fédération lui-même, les joueurs, l'encadrement, le corps médical, l'ensemble, quiconque peut être identifié comme dans la délégation doit être assuré. En partant d'un système macro, je vais directement venir dans le côté nano, dans la vie de tous les jours au Sénégal. Nous avons pu constater que quelqu'un qui est issu d'une famille utilise les ressources de cette famille pour aller à l'école. Les parents prennent l'argent pour payer ses études, son transport, son manger, etc. Cet individu-là arrive un instant à avoir fini l'école, va chercher du travail et trouve du travail. Et avec son employeur, il contracte et là, il bénéficie d'une assurance. Donc, vous voyez que l'assurance suit toujours les individus. Mais la problématique que je souhaite poser dans l'opinion, pour un débat, c'est M. Hadj, un Sénégalais qui contracte avec son employeur. Il est assuré. Après ce qui se passe, il ou elle, avec son mari, son épouse, celui-ci ou celle-ci bénéficie également de l'assurance. Les enfants arrivent et également bénéficient de l'assurance. Mais à la base, cet individu-là est issu d'une famille et il a pris l'argent de cette famille pour aller faire des études. Mais que faisons-nous maintenant du papa et de la maman qui ont investi, qui ont tant donné pour que leur enfant arrive un instant? Et cet enfant-là est exclu de la famille quand il s'agit de la protection. Mais si vous n'êtes pas en sécurité, vous êtes dans la fragilité, l'avenir peut être sombre. Donc je pose la problématique. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie le système d'assurance, même si il existe dans l'assurance volontaire, d'aller souscrire de manière individuelle. Mais je suis convaincu, et je demeure convaincu, que dans la cohésion sociale, surtout à l'époque où on a beaucoup plus de maladies, AVC, d'insuffisance rénale, et que nos parents qui ont tant investi pour nous, et qu'on arrive où on contracte avec notre employeur, et qu'on est assuré, on est garanti qu'un petit choc ou quelque chose, on a la garantie. Mais par contre, si c'est le papa ou la maman, on est obligé de débourser plus. À mon avis, les universités, toujours, je reviens aux universités, parce qu'une université, elle est faite d'abord pour faire de la production intellectuelle, du savoir, des connaissances, traduit en compétences qu'on peut fructifier. Donc, on peut poser la problématique de se dire, intégrons les parents dans ce dispositif contractuel entre moi, le travailleur, et mon employeur. Ça ne gâte rien. Au contraire, ça renforce la cohésion.
Parce que je peux avoir un contrat avec quelqu'un, mon employeur, mais je peux ne pas être marié. Mais mes parents, automatiquement, on pouvait les prendre. Donc, tout célibataire devrait pouvoir prendre automatiquement son père et sa mère en prise en charge comme si c'était ses propres enfants ou sa propre femme ou son propre époux. Donc, l'importance vraiment des polices d'assurance. Certains peuvent même dire que ça ne sert à rien. Prenons le cas de nos marchés. Combien d'incendies il en existe? Oui, mais vous vous rendez compte, ces gens, tout leur capital, ils le mettent dans un marché. Et malheureusement, il me semble, vraiment, personnellement, il me semble qu'il y a une insuffisance d'information auprès de cette catégorie qui est en bas, qui est en dessous de la moyenne, des Sénégalais moyens, qu'on devrait aider à formaliser, surtout la première chose, la police d'assurance. Normalement, que ce soit les crédits mutuels, que ce soit les banques commerciales, etc., doivent sensibiliser tout de suite. Vous devez assurer vos activités. Comme ça, dans les incendies, dans certains accidents, qu'on puisse sensibiliser. Voilà, en réalité. Quelque part aussi, on n'a pas vraiment cette culture. Hein. Donc, absolument. Parce que tout à l'heure, certainement, Ali Badara va revenir sur ça, qui m'a filé une info. Oui, on n'a pas encore cette culture parce que l'assurance, c'était d'abord dans un marché capitalistique. Alors que nous, c'est dans le fameux ou le super fameux Yalla Barna. Celui qui croit et le Yalla Barna, il n'est pas dans certaines formalisations. Mais également, ce qu'on appelle les rurs urbains, quand ils viennent dans les zones urbaines, ne sont pas assez outillés. Parce qu'ils viennent pour d'autres activités. Ils fuient quelque chose. Et quand on quitte quelque part et qu'on n'est pas apposé, qu'on arrive dans un environnement qui est totalement exogène, au niveau sensoriel, au niveau relationnel, au niveau du réseautage, on est beaucoup plus dans d'autres urgences qu'une urgence d'aller voir la formalité administrative pour faire une assurance. Et à mon avis, les compagnies d'assurance, oui, ne vont pas vouloir prendre le risque sur les parents, parce qu'ils vont se dire que ça coûte plus cher. Mais qu'est-ce que ça coûterait à un employeur, M. Haït, de dire que, écoutez, moi j'ai contribué à 15% de ce que je paye d'abord pour pouvoir assurer mes parents. Presque rien du tout. Mais c'est posé dans le débat public, c'est inciter les échanges, c'est de dire, voilà, il est possible qu'on puisse avoir des garanties, des acquis, mais qu'on puisse les élargir. Parce qu'une société, elle n'est pas figée. Et puis la vie, elle est dynamique. Toute activité réelle aujourd'hui doit être améliorée. On parvient à le voir la vie tous les jours. C'est également le cas de l'assurance. Les assurés, assurez-vous encore davantage. L'habitation, la voiture, oui. Quelqu'un me disait que moi, j'ai fait l'assurance véhicule juste pour pouvoir rouler. J'ai dit que c'est déjà bien. Il y en a beaucoup qui font ça. Oui, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous n'avons pas encore cette culture. Mais à l'école élémentaire, il y a une matière maintenant, le vivre ensemble. Donc, comme je disais toujours, dans les curricula, il faut que très rapidement, à bas âge, que cet élément-là soit intégré. Mais aussi, les compagnies d'assurance ont un rôle, comme j'appelle toujours la RSE. Elles peuvent prendre comme excuse la RSE pour pouvoir accompagner certaines écoles pilotes. Parce que quand une route arrive quelque part, cette route-là, elle a trouvé des gens. Mais quand elle arrive, elle amène quoi? Cette route amène un cas d'accident. Mais les villageois qui vivent là-bas, tout naturellement, n'ont pas encore intégré le risque, le danger peut être un véhicule de 3,5 tonnes, alors que l'individu lui-même ne dépasse pas 200 kilos. Et par rapport à une vitesse. Donc, il y a toute une éducation. Il faut impliquer les hydrocarbures qui sont les grands gagnants. Il faut le dire encore, on l'oublie souvent parce que c'est très invisible. Mais aussi les transporteurs, les usagers, que ça soit un ensemble, nous tous, de se dire que c'est le vivre ensemble. Et une cohésion sociale, c'est de se dire que nul n'a tort, nul n'a raison. Nous avons donc tous tort, nous pouvons avoir tous raison. C'est ça. Merci beaucoup, Ibo, pour cette belle chronique. Ça t'inspire quoi? Non, mais je blaguais avec lui tout à l'heure en coulisses. Quand il me parlait un peu de son sujet, je lui ai dit, mais écoutez, est-ce que tu sais une chose? Il me dit non. Je lui ai dit, bon, en tout cas, chez beaucoup de nos parents, ils se refusent à l'assurance parce qu'ils disent que ça... En fait, tu fais appel au malheur. Quand tu t'assures, c'est comme tu dirais que tu te prépares à une catastrophe. Donc, mieux vaut ne pas le faire. Donc, il y a également ces considérations-là socioculturelles à prendre en compte pour une meilleure conscientisation. Donc, comment
les amener à comprendre que c'est devenu une vitalité, une nécessité. Parce que quand tu vois souvent, à la suite de certains reportages par rapport à un incendie et tout cela, quelqu'un qui, tout en pleurs, qui vous dit « j'ai perdu toutes mes économies d'un coup, tout est parti en fumée », parce que tout simplement, pourquoi il pleure? S'il était assuré, il n'aurait pas eu autant de peine. Parce qu'il sait que là, il sera obligé de tout refaire, voilà, pour encore se faire quelques économies. Et donc, je pense que la voie la plus sûre, c'est véritablement de s'assurer. Mais pour cela, il faudrait également qu'on puisse activer certains leviers sur le plan culturel, que même pourquoi pas que également nos marabouts puissent investir également ce créneau-là au moment de leur grand sermon, parce que beaucoup de ces impactés sont leurs disciples. Quand vous voyez un marché qui prend feu, beaucoup sont des talibés. Et donc, je pense que également le marabout a ce devoir-là, aujourd'hui, de faire dans le dépassement de fonction, de mettre également sur la table ces questions-là, véritablement sociétales, d'une grande importance. Donc, l'assurance aujourd'hui en est une. Et donc, il faut que tout un chacun également puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que les Sénégalais puissent mesurer l'importance de l'assurance. Parce que je pense qu'il est parti du sport. Dans ce milieu également, on a vu comment des carrières ont été brisées, comment des joueurs, surtout au niveau local, dans notre championnat, ont eu des blessures, ils ont été mal pris en charge et ils n'ont pas pu après continuer leur carrière. Je crois que même dans les clauses maintenant, bien sûr, régissant le football, c'est une obligation aussi pour les clubs professionnels que de s'assurer et de permettre et de mettre leurs joueurs dans toutes les dans des conditions optimales de sécurité sur la pelouse pour qu'au moins en cas de blessure, qu'ils puissent véritablement être bien pris en charge. Alors, on élargit le sujet, il y a également la question des mutuelles, parce que ça également, il faudra peut-être revoir un peu la législation du travail ici au Sénégal. Ça, c'est une question qui me tient à cœur. Plus d'une fois, d'ailleurs, j'ai interpellé les gestionnaires de notre IPM ici au niveau, au niveau interne. Je leur ai dit, nous ne sommes pas des Toubabs, nous ne sommes pas des Occidentaux. Parce qu'au Sénégal, quand vos parents tombent malades, en fait, les frais vous incombent. C'est à vous de les prendre en charge. C'est un devoir moral, c'est une obligation morale pour tout Sénégalais, pour tout Africain, de prendre en charge donc ses parents quand ils tombent malades. Mais malheureusement, de par un peu la rigidité des textes, vous n'avez pas la possibilité. Vous êtes obligé maintenant de vous endetter, de trouver de l'argent ailleurs, alors que pourtant, vous avez souscrit, vous avez cotisé, mais vous ne pouvez pas tirer profit de cela, parce que quand même, ce n'est pas tout le temps qu'on tombe malade. Vous pouvez, par la grâce de Dieu, rester des années sans avoir véritablement besoin de votre IPM. Pendant ce temps, peut-être vous avez un proche, un papa, une maman qui tombe malade, mais vous ne pouvez pas les soigner à partir donc, de vos cotisations à votre IPM. Je pense que ça aussi, on peut revoir un peu la législation et peut-être au moins y rajouter les deux parents pour que véritablement que tout chacun puisse avoir l'esprit tranquille et se préparer à cela, parce que cela arrivera forcément, fatalement. Quand on prend de l'âge, on tombe malade et souvent, donc, c'est les enfants qui vous prennent en charge. Je pense que c'est un sujet extrêmement important et que, qui mériterait d'être davantage creusé au bonheur pour le bonheur de tous. Quoi. Merci pour ce plaidoyer à l'une. Ah oui, certainement le docteur Thiam me dira, mais ça c'était dans l'intimité de mon bureau, les gens profitent. Je sais que je ne lui impute pas le tort, les gens profitent pour en parler. Merci beaucoup, merci également à Ivo pour ce sujet sur l'assurance. De la même manière qu'on gagnerait à s'assurer, il faudrait aussi que nous ayons la culture de confier notre argent aux banques aussi. Absolument. Ça aussi, c'est nécessaire. On a vu, il y a une relation, la relation entre les Sénégalais et les banques ne sont pas du tout des relations de confiance. On sait comment ça se passe, même si ces institutions financières travaillent justement à renverser la tendance et à instaurer cette confiance entre leur clientèle. Mais bon, comme tu dis, on gagnerait vraiment à poser le débat, toujours, poser le débat et échanger pour une cohésion sociale. Parce que plus on débat, ça permet à l'autre de s'exprimer. Et les premières formes de démocratie, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord, mais dans la cohésion sociale. Et quand on se dit qu'on est investi d'y vivre ensemble, et puis dans tous les cas, nous n'avons que ce Sénégal. Donc, toutes les activités qu'on doit proposer, c'est dans ce sens. En parlant des banques, moi, je suis désagréablement surpris que chaque fois que vous allez dans une banque, quand vous voulez utiliser les toilettes, on vous dit par mesure de sécurité que ce n'est pas possible. Tout à fait, c'est pour le personnel. Alors qu'en réalité, c'est notre argent qui est là-bas. Parce que si je sors de cette banque pour aller ailleurs, c'est le paradoxe. Bon, nous avons tous d'excellents rapports avec nos banquiers. Quand même, hein? Soyons honnêtes, personnellement. Mais maintenant, dans l'infrastructure, dans l'accueil, c'est à améliorer. Je peux saluer certains ou autres, chacun peut le faire. Mais ce qui est absolument sûr, c'est que les banques, en termes d'accueil,
doivent améliorer cette qualité, pour ne pas dire que la qualité, elle est inexistante. Quelqu'un qui se déplace de Yeumbeul jusqu'à Dakar pour faire une activité, alors que son agence était à Yeumbeul, on lui dit que non, on a changé certains paramètres. Il est victime, c'est du dommage collatéral. Il doit faire plus de sous, plus d'énergie et beaucoup plus de la rogne, parce qu'en réalité, qui ne dit pas que c'est une activité urgente? Et toute cette logistique-là, les banques devraient l'épargner. C'est pourquoi peut-être développer, de digitaliser. C'est vrai, les banques, les assurances sont les structures les plus digitalisées au Sénégal. Mais on peut toujours améliorer. Comme on dit, dans le vivre ensemble, c'est de l'amélioration continue. C'est ça. Merci beaucoup, Ibou. 7h24, on passe tout de suite à la première partie avec l'un de nos invités du jour. Alors, nous recevons d'abord Mbaye Adji, auteur spécialiste en économie d'énergie, énergie renouvelable et système de management d'énergie. Et aujourd'hui, il est là pour justement nous présenter son ouvrage intitulé « Changement climatique, la lourde menace sur l'Afrique » et se livre à l'une alerte et revient bien évidemment sur la vulnérabilité du continent face au changement climatique. Voilà, un livre de 146 pages qu'il nous a présenté et qui est sorti récemment, parce que l'apparition, c'était au mois d'octobre passé, octobre 2023. Il y a eu même à la suite une cérémonie de dédicace pour montrer combien ce livre est aussi d'actualité, parce qu'on vient de finir la dernière COP qui s'est tenue au Qatar, à Dubaï plutôt, dans les Émirats. Donc à Dubaï, et encore une fois, les grands de ce monde. Mais cette fois-ci, on a remarqué que peu d'entre eux ont fait le déplacement. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Comme quoi, maintenant, ça commence à perdre l'intérêt. Parce que tous les engagements qui ont été pris pour les éditions passées n'ont pas encore été respectés. Et parmi ces engagements, il était question d'accompagner l'Afrique à réussir cette transition énergétique, donc à reléguer donc, au second plan, bien sûr, les énergies fossiles au profit des énergies vertes. Mais c'est un défi, disons, de taille, cornéléen même pour l'Afrique, quand on sait que nous avons peut-être des énergies fossiles, le Sénégal, qui sera bientôt donc producteur, et on nous demande de laisser tout cela pour nous consacrer aux énergies vertes. Une certaine hypocrisie de l'Occident. Alors finalement, peut-on considérer que cette question liée donc au développement durable pourrait être finalement un piège même pour l'Afrique, pour son émergence, qui serait là compromise. Et sans oublier à l'une ce désaccord qui était survenu à l'issue justement de cette COP pour trouver un consensus, un accord global sur toutes ces questions qui touchent notamment l'Afrique. C'est ça. Donc c'est une alerte, finalement, c'est une alerte pour l'Afrique. Exact. Monsieur Adji. Exact. Je pense que vous l'avez résumé. Hein. Moi, ce livre, quand je le produisais, effectivement, je ne mesurais pas d'abord la portée. Mais quand le livre est paru, effectivement, la résonance effectivement, est très grande. Parce qu'il est structuré en deux parties. Hein. Il y a une partie vraiment pour quelqu'un qui veut comprendre, en tout cas, tout ce qui est changement climatique, avec vraiment un français très facile. Mais surtout, il y a une deuxième partie qui est destinée aux décideurs. Parce qu'effectivement, autour de cette question du changement climatique, il y a plein d'enjeux. Et il faudrait que nous, Africains, nous sachions vraiment quels sont les véritables enjeux par rapport, comme on dit, à ce phénomène. Effectivement, Adama, vous le rappelez, hein, la COP, ça a été, en tout cas, toujours, je veux dire, des négociations, en tout cas, très, très dures. Mais quelle est la place de l'Afrique dans cette COP? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, parce qu'effectivement, Alun, vous le rappelez, nous pesons très peu dans cette pollution. Même pas 2%. Même pas. Et ces 2%, il faut encore les relativiser. Quand vous excluez le Maghreb, vous sortez l'Afrique du Sud, les 47 pays qui restent ne pèsent pas 1%. C'est complètement, je veux dire, surréaliste de demander à l'Afrique de faire des efforts pour sauver la planète. C'est pas l'Afrique qui doit le faire. Quand même. Ce sont les autres qui ont, en tout cas, les autres, c'est les riches, hein, qui ont amené cette pollution, et c'est à eux de trouver des solutions. Maintenant, comme je dis, l'Afrique doit savoir, comme on dit, les véritables enjeux par rapport à cette question du changement climatique. Il faudrait que cette Afrique puisse mettre en place son agenda propre de développement. Voilà. Et tant que l'Afrique ne l'aura pas compris, elle va se faire, comme on dit, balloter à gauche et à droite par des promesses à n'en plus finir. Et bon, on le disait tantôt, ce continent, il est hyper riche pour se prendre en charge. Le Sénégal vient de découvrir du gaz et du pétrole. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Nous demander en fait de ne pas l'exploiter,
Je veux dire, ça, c'est inimaginable. C'est une forme même de chantage de la part un peu du bloc occidental, Oui. qui à l'endroit des nouveaux pays là, producteurs d'énergie fossile. Clairement. Et d'ailleurs, je pense que le président du Sénégal est revenu un peu sur cela. À ce niveau, vous êtes en phase. Il n'est pas question pour l'Afrique, à l'heure actuelle, de renoncer aux énergies fossiles. Absolument. Voilà, notre industrialisation dépend de cela. Clairement. Moi, en fait, quand j'écrivais le livre, je l'ai même cité parce qu'effectivement, moi, j'ai suivi le discours du président, en fait, en COP. Il est constant, en fait, en tout cas dans son discours. Parce qu'effectivement, il est hors de question qu'on interdise à l'Afrique, au Sénégal en particulier, de ne pas utiliser ces énergies fossiles pour se cantonner dans les énergies propres. Ça, ce serait une erreur grossière que l'Afrique ferait. Et je suis totalement en phase avec lui sur ce sujet, parce qu'effectivement, en termes de développement, l'Afrique est, comme on dit, dans une course contre la montre. Il faudrait qu'on rehausse notre curseur de développement. Et ça, pour le faire, moi, je suis spécialiste, en fait, en tout cas dans ce domaine. Moi, je suis sûr et certain que ce ne sont pas les énergies fossiles, enfin les énergies propres, qui vont nous sortir de notre misère. C'est clair. C'est d'abord, je veux dire, toute une stratégie de développement basée effectivement sur un mix énergétique entre ce qu'on dispose, comme le gaz qui est moins polluant que le charbon, et effectivement, on dispose d'un potentiel renouvelable conséquent. Ce qu'il nous faudrait, c'est un mix. Maintenant, si on accepte effectivement de se faire tordre la main pour ne être cantonné que dans les énergies propres, ce serait une grosse erreur. Ça, c'est clair. Ok. Et il y a pour financer maintenant cette renonciation-là de l'Afrique aux énergies fossiles, on nous parle donc du crédit carbone, le fameux crédit carbone. Mais comment le calculer déjà? Voilà une affaire extrêmement compliquée, même à comprendre. Voilà, c'est-à-dire un pays qui est là, disons en Afrique subsaharienne, qui pollue. Vous qui êtes à Paris ou bien à Londres, comment pourriez-vous calculer voilà, le niveau d'incidence de sa pollution sur peut-être la planète? Vous savez, Lune, finalement, on s'y perd même. On s'y perd et il y a des termes qu'ils mettent en place, c'est d'abord pour eux. Je pense bien. Clairement, c'est pour eux. Parce qu'effectivement, bon, moi, je l'ai cité dans ce livre. Si l'Afrique, en tout cas, devrait s'intéresser au crédit carbone, ce serait un piège pour lui. Voilà, parce que moi, je peux, en tout cas, vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais si vraiment... on n'a pas les mêmes niveaux de développement. C'est ça. Un pays comme le Sénégal, un pays comme les États-Unis, c'est pas les... C'est-à-dire que si on devait établir en fait des quotas de pollution, c'est là où justement cette question de crédit carbone, enfin en tout cas de taxation carbone allait émerger. Et à un moment donné, si l'Afrique insiste sur ces crédits carbone, elle va faire fausse route. Parce que typiquement, l'Afrique n'est pas pollueur. Elle va toujours tendre la main pour dire que moi, je ne pollue pas, payez-moi. Les autres vont continuer à polluer. Et s'ils décaissent, ce serait quelque part légitimer en fait leur pollution. Ça, c'est un. Mais bon, je pense que moi, je reviens toujours sur le fait que cette Afrique doit avoir son agenda. Il faudrait que l'Afrique soit consciente des véritables enjeux de ce changement climatique. Et tant que l'Afrique ne l'aura pas compris, croyez-moi, les COP, ça ne sert absolument à rien. Oui, on va se retrouver le plus souvent possible, parler des mêmes choses, parler des mêmes conclusions à appliquer. Il n'y aura pas de suivi. L'année prochaine, ça sera la même chose. Absolument, clairement. Et pour ceux qui suivent en fait, les COP, si vous voyez en fait, pourquoi les COP tirent en longueur, enfin, ça dit qu'au mois des résolutions, c'est parce qu'effectivement, il y a des pays qui sont très accrochés à leurs économies, en particulier la Chine, l'Inde. Le Brésil aussi. Le Brésil. C'est des pays en fait qu'on ne tordra jamais la main, parce que tout simplement c'est une question de souveraineté économique. Bien sûr. Voilà, donc, et à l'Afrique maintenant de comprendre maintenant la place qu'elle occupe dans ce monde. Toutes les richesses sont là, toutes les richesses fossiles, renouvelables, bon si on peut dire. Mais il faudrait que cette Afrique soit consciente de ses potentiels et puis de son poids, en tout cas économique,
pour émerger. Voilà. Alors, quelle serait aujourd'hui la solution, par exemple, par rapport à la question énergétique? Parce qu'on sait que, comme vous l'avez dit, voilà, rien ne peut remplacer en termes de capacité, de puissance, les énergies fossiles, mais il faudra s'y faire. Un jour ou l'autre, il faudrait que, quand même, cette transition énergétique soit réalisée. Et pour cela, il faut recourir, bien sûr, aux énergies vertes. Par exemple, sur la question du solaire, on sait qu'il y a de tout petits pays qui n'ont pas tellement de surface appropriée pour avoir de grandes centrales. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, par exemple, mutualiser les efforts? Par exemple, que le Sénégal puisse, dans le cadre d'un grand projet d'instauration de centrales solaires, collaborer avec la Gambie, avec la Guinée-Bissau, à l'échelle continentale, et que cela puisse s'aimer un peu partout, et que l'Afrique puisse enfin, au moins à ce niveau, être souveraine sur le plan énergétique. C'est très possible. Hein? Oui. Cette question, en tout cas, du solaire, moi, je connais en tout cas particulièrement les possibilités de cette énergie. Enfin, vous le savez, le Sénégal, c'est pas comme le Mali. Le Sénégal n'est pas grand. Et pour, comme on dit, faire de la production solaire, il te faut des surfaces. Ouais, beaucoup de surfaces. De la surface. Il te faut beaucoup de surfaces. Et quand on parle du cas du Sénégal en particulier, ça voudrait dire qu'on va sacrifier des terres. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Le foncier, vous êtes d'accord avec moi? Ah oui. C'est quelque chose qui va exploser ici dans ce pays parce que ça se raréfie. Ce qu'il faudrait, c'est être conscient du fait que notre développement, si on veut le reposer sur le solaire, on fait fausse route. Ça, c'est clair. Le solaire, il est parfaitement adapté pour les zones rurales. Voilà. Parce que c'est les zones qui sont éloignées du réseau, mais aussi, en fait, pour nos résidences ici à Dakar ou en tout cas dans les régions. L'électricité coûte cher, on le sait. Les factures coûtent cher, OFL, etc. Bien sûr. Mais le solaire est une solution pour tirer vers le bas. Maintenant, l'industrialisation, il faut comprendre que ce n'est pas avec du solaire qu'on va le faire. C'est avec du fossile. Anouchka? On reviendra dans la deuxième partie. Ibrahim, sans doute. Oui, finalement, voilà. Le sommet de Rio de Janeiro de 1992 et le sommet de Kyoto, qu'est-ce qu'on en fait? Tout est parti de là. De 92 à nos jours. Tout est parti de là. Et c'est là qu'on nous a lié les mains, en fait. Parce que c'est là-bas qu'on a signé en fait, des conventions qui nous engagent sur un développement propre. Mais bon, même s'il y a une différenciation entre les pays, mais qu'est-ce qu'on en fait? Écoutez, c'est à l'Afrique de comprendre ce qu'elle doit faire de ces conventions. Voilà. On les a signées, ça c'est une certitude, mais il faudrait que cette Afrique soit consciente qu'il faudrait qu'elle soit unie, qu'elle parte en bloc pour, en tout cas, parler d'une seule voix par rapport, comme on dit, à ces instances de décision comme la COP. Il le faut absolument. En tout cas, votre ton est virulent à l'encontre des pays du Nord quand vous parlez d'engagement hypocrite et ambigu. Des pays pollueurs. Vous savez, je vous dis quelque chose. J'étais juste dans un débat, dans un panel où on m'a taxé. Enfin, en tout cas, on m'a dit que vous avez utilisé un mot. Est-ce qu'il n'était pas fort? Vous savez ce que j'ai répondu? Moi, je cherchais encore un mot plus dur dans le dictionnaire. Je n'ai pas trouvé. Je vous assure. Je vous comprends bien. Merci beaucoup pour cet engagement. On va le dire même panafricaniste. Parce que dans ce livre, quand même, vous défendez, vous faites l'avocat du continent par rapport à ceux-là qui veulent nous donner des leçons après avoir suffisamment pollué la planète, alors que nous faisons face quand même à des impératifs. Il nous faut nous industrialiser. Il faut que l'électricité soit accessible partout sur le continent. Et tout cela, quand même, pour y parvenir, voilà, on ne peut pas ne pas utiliser les énergies fossiles. Ça. Donc, dans la deuxième partie, on reviendra sur les autres recommandations contenues dans ce livre. Exactement. Si vous le voulez bien, restez avec nous. Ce sera tout à l'heure. On va tout de suite suivre le clip du jour que nous proposent nos équipes techniques aujourd'hui. Et on revient. Gani déglu leen ma wax leen la fa xew dañu woote woon waxtaan comme climat wante ba léegi ñu ngi toog di xaar solution mu jafelo si dunia le réchauffement climatique et ses conséquences sécheresse, érosion côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Menaki banyul tendu taw.
Et ce clip, c'est vrai que le débat est très passionnant. Ah ouais, ça nous interpelle passionnant. tous, oui, ça nous interpelle tous. Et c'est donc une question d'actualité. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Et justement, le clip de Omar Pène parle de climat. Et comme vous l'avez dit, et porté le plaidoyer, il faut absolument que l'Afrique puisse parler d'une seule voix afin que l'on relève ensemble les défis actuels. Alors, il est 7h39. C'est l'heure des infos. Le bulletin, c'est tout de suite. Et juste après, ce sera la seconde partie de Kenkeliba qui, comme vous le savez, sera consacrée à notre deuxième invitée, Véronique. À tout à l'heure. La rentrée des cours et tribunaux s'inscrit dans le respect du calendrier républicain, justifiant la présence du chef de l'État. Cette année, la protection de la vie privée est au cœur de l'audience solennelle. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Un respect du droit à la vie privée requiert une bonne compréhension de la problématique, pourtant prise en charge par un dispositif juridique et un ensemble de réformes prises dans ce sens. La vie privée constitue un droit de la personnalité qui comporte des aspects patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Elle s'entend de la préservation de l'intimité de la personne. Peuvent être rangées dans ce domaine les informations relatives à l'image, à la vie familiale, aux convictions religieuses, à la santé, au domicile et aux autres attributs de la personnalité. Sur la base de ces dispositions, le juge peut sanctionner toute atteinte à la vie privée d'une personne, notamment par intrusion dans celle-ci par un tiers, et surtout par la publication d'éléments de cette vie sans l'accord de l'intéressé. La seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Face à ce droit fondamental, l'État n'est pas resté insensible, mais la protection de la vie privée doit impliquer une prise de conscience collective, selon le président de la République, Macky Sall. C'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président. Nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Am jom, am janubir, c'est pour le secret. Am ngor, am kersa, ak teggin, am sutura. Voilà les valeurs
ancestrales, connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. Les échanges et autres discussions de qualité ouvrent ainsi l'année judiciaire. L'institution, en tant que pilier de la démocratie, devra faire face aux enjeux et défis liés à son fonctionnement. C'est le ministre de l'Intérieur qui a dirigé la forte délégation à la cérémonie officielle de l'édition 2024 du Magal de Porokhane. L'autorité est venue avec son homologue ministre des Finances, Moustapha Ba, directeur, autorité administrative locale et autres chefs de service. Au nom du président de la République, un message de fraternité, de solidarité est livré. Le défi de l'organisation a été relevé. L'appui apporté est déterminant. Nous sommes venus nous recueillir au mausolée, sur sa tombe. Et nous avons fait faire passer le message du président de la République, Macky Sall, qui voudrait que l'on sache qu'il est attaché aux valeurs spirituelles. Et c'est la raison pour laquelle il a fait un programme qui a touché toutes les cités religieuses où il a eu à construire, à réhabiliter et à rénover, de manière à ce que l'islam puisse se faire dans les meilleures conditions. Actualité oblige, dans ce contexte, la question de l'élection présidentielle est abordée. Sidiki Kaba a sollicité des prières auprès du marabout pour un scrutin dans un climat apaisé. Nous avons dit qu'il faut des prières pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Devant les organiser, nous nous mettrons dans les meilleures conditions aussi pour pouvoir faire en sorte que les Sénégalais puissent voter le dimanche et aller travailler le lundi. Donc dans un climat apaisé. Donc c'est le message que je suis venu faire passer donc ici à Porokhane. À la cérémonie officielle, Serigne Cheikh Fallou Bassirou Mbacké a représenté le Khalif Serigne Mountakha Bachir. Le marabout a salué les efforts consentis pour la modernisation de la cité religieuse Porokhane. Dans son discours, il a remercié les autorités. Sokhna Diaratoullah est donné en exemple de piété, de vertu et de bonne conduite avant de quitter Porokhane. La délégation a rendu une visite de courtoisie au Khalif Serigne Mountakha Bachir dans sa résidence. Le marabout a remercié la délégation pour la réussite de l'organisation de cette édition du Magal de Porokhane. Dakar enveloppé dans un épais manteau de particules de sable en provenance du Sahara. Au quai de pêche de Soumbédioune, les pêcheurs naviguent entre le respect des alertes météo et le désir persistant de prendre la mer à tout prix. C'est risqué d'aller en mer en ces temps poussiéreux. Même si on est équipé d'appareils GPS, il ne faut pas tenter d'y aller. Malgré le temps qu'il fait, nous partons tous les jours en mer sans problème. Nos pirogues sont équipées d'appareils GPS. Face à ce phénomène, l'inquiétude grandit au sein de la population, d'où cet appel à l'endroit des parents. Il y a trop de poussière ces derniers jours, comme annoncé par la météo. Je demande donc aux parents de bien protéger leurs enfants. Cette tempête de sable présente des risques sérieux pour la santé. La situation nécessite des mesures. Et c'était les infos dans Kinkeliba de ce vendredi. Merci de nous suivre depuis 6h30 et bienvenue si vous nous rejoignez à cette heure passée de 47 minutes. La seconde partie de cette matinale est justement consacrée, comme je le disais tout à l'heure, à notre deuxième invité du jour. Et il s'agit, on le rappelle, de Véronique Marie-Rose Mendy, directrice du Centre communautaire de digitalisation de Thiaroye, un centre qui, comme elle va le dire tout à l'heure, forme gratuitement les communautés de Pikine et alentour sur les dangers de l'immigration irrégulière à l'une. Voilà, un centre qui n'est pas que dans la digitalisation, mais qui est également dans la transformation des produits, disons, locaux. Oui. Voilà, pour que ces femmes-là et jeunes également qui y sont puissent avoir quelques activités économiques, voilà, histoire de leur permettre de vivre décemment et dignement, tout en restant dans leur pays. D'ailleurs, je pense que notre table est bien achalandée avec tous ces produits. Hein. Oui. Quelques échantillons de ce que vous faites au niveau de ce centre-là. Madame Badji, je pense que c'est l'occasion aussi de mieux connaître donc, la structure, ce que vous faites. Alors, le choix déjà de Thiaroye, pourquoi vous avez
décidé d'implanter ce centre-là à Thiaroye. Et puis également votre engagement auprès de ces jeunes-là et femmes, surtout par rapport à la question de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qui sous-tend autant d'engagement de vous, Madame Badji? Merci, je vous remercie pour l'invitation. D'abord, pourquoi nous sommes à Thiaroye? Parce que c'est le fief où les pères piaristes, qui sont l'instigateur de ce CCD, pour qui nous travaillons, donc ils sont dans cette localité, c'est pourquoi nous sommes à Thiaroye. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le centre, ce n'est pas seulement un centre pour la digitalisation, pour les cours. Il y a la formation qui est là, mais nous avons à côté un autre projet un peu plus poussé qui permet de payer des formations capacitantes d'une année dans des écoles, un peu de la place, pour des jeunes qui ont été déscolarisés à un moment ou à un autre de leur parcours. Donc, on a deux projets dans le centre. Un projet qui s'appelle Origine, qui est à sa deuxième année. La première année, c'était Origine Thiaroye. Et cette année, Origine Thiaroye Samsam. Il y a une extension. Et à côté, on a un autre projet qui s'appelle Mofim, qui est un projet de formation pour les jeunes qui sont issus un peu partout de la banlieue et au-delà. Donc, à Thiaroye, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes qui partaient de là-bas, des jeunes qui, forcément, n'étaient pas issus de Thiaroye directement. Ils venaient de la localité de Samsam et au-delà, et même parfois de Ziguinchor, de Tambacounda, qui venaient des zones où il n'y avait pas cette situation côtière qui leur permettait de pouvoir prendre les navires pour partir. Donc, nous avons été en collaboration avec Open Arms, qui s'est rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui débarquaient sur leur plage et ils se sont dit, on va aller à l'origine pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi le projet s'appelle Origine, c'est-à-dire retour aux origines. Donc, quand ils sont venus, ils ont mis en place d'abord Origine Yumble avant de venir chez nous. Donc, Origine, c'est quoi? On s'est rendu compte qu'il y a plein de jeunes. On va aller voir pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas chez eux. Donc, quand ils sont venus, ils ont eu l'accompagnement de AECID qui nous a épaulés à mettre en place des relais communautaires. Donc, nous avons eu 20 capitaines enseignants qui sont au sein de l'école, qui ont eu à former 21 classes en sensibilisation sur les routes migratoires, les droits humains, les droits des enfants. Ensuite, à côté, nous avons eu 20 jeunes capitaines, 30 jeunes capitaines qu'on appelle relais communautaires, qui vont dans les associations, les AEC, les mouvements de femmes, qui parlent avec les Badianougor pour des sensibilisations. On le fait en général les jours où ils ont tour. Donc, on leur demande, est-ce qu'on peut venir chez vous faire une projection? On fait des projections pour montrer les dangers qu'il y a. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de dangers. Donc, on a fait des projections où les femmes pleuraient et elles se disaient qu'elles ne savaient pas que c'était comme ça. On leur dit que vous pensez que les gens prennent ici les lochos et qu'ils arrivent directement en Espagne. Ce n'est pas le cas. Ils prennent les lochos, ils arrivent aux îles Canaries, ils prennent ce que les Espagnols appellent les caipos, c'est-à-dire les bateaux gonflables. Et lorsqu'ils prennent les bateaux gonflables, ils peuvent arriver au milieu de la Méditerranée, ne plus avoir d'air. Donc, c'est ce qui a causé énormément de décès. On s'est dit que, en plus de cette sensibilisation-là que nous faisons, il faudrait qu'on fasse autre chose pour ces jeunes-là. On a mis en place des ordinateurs dans le centre, une salle équipée, et nous avons cherché des partenaires. Nous avons cherché des écoles qui donnaient des formations. Donc, la première année, nous avons sensibilisé 4000 personnes sur les dangers de l'immigration, en leur faisant une déconstruction de l'imaginaire. Parce que c'est imaginaire, ce qu'ils pensent, c'est de l'imaginaire, ce n'est pas la réalité. C'est vrai. Ça, c'était le premier point. Ensuite, nous les avons amenés à voir qu'il y a des potentialités au Sénégal. Ce n'est pas seulement partir, que l'Eldorado, entre guillemets, qu'ils pensent, ce n'est pas forcément la porte de réussite pour tout le monde. Bien sûr. Deuxième chose, nous leur avons dit, puisque nous vous demandons de ne pas partir, ce que nous vous proposons, venez, on va vous donner gratuitement des cours en gestion de caisse, en informatique, en bureautique. Cette année, on a fait une extension, on a fait l'infographie, on a fait le marketing digital. Donc, c'est des cours où on a formé à peu près 900 jeunes de la localité, tous sexes confondus, qui viennent de Pikine, Thiaroye, Dieuppeul, Yeumbeul, peu importe d'où vous venez. Dès que vous êtes intéressé par le cours, vous vous inscrivez sur nos sites
On vous appelle, on vous dit qu'on a commencé le cours et vous venez faire 45 heures de cours où vous avez une attestation à la fin et on vous appelle pour vous accompagner, pour voir est-ce que vous avez pu déposer, est-ce que vous avez trouvé quelque chose. Venez ici au centre, on va vous faire une mise à niveau de votre CV, etc. Donc, c'est un accompagnement de proximité. Donc, Origine, c'est tout ça englobé. Donc, nous sensibilisons les AIC, les femmes, les jeunes, mais aussi les plus petits qui sont à l'intérieur de l'école où nous sommes implantés. Parce que le centre est à l'intérieur d'une école. Et à côté, nous faisons les transformations. Donc, on a eu aussi à faire la formation pour 500 femmes qui sont réparties dans des GIE. Et nous les suivons pour qu'ils puissent dupliquer ce qu'ils ont reçu chez nous. Lorsqu'ils viennent, nous achetons tout. Tout est gratuit pour eux. Ils viennent suivre et après, nous voyons est-ce qu'ils ont pu dupliquer ça. Donc, on a fait ces produits que vous voyez, mais on a encore fait eau de javel, transformation de savon, etc. La palette de produits est large. Donc, on s'est dit, pour aller un peu plus loin, ça ne suffit plus, Origine. Origine continue. On a eu la première année l'accompagnement de l'AECID et de Open Arms. Cette deuxième année, nous continuons avec Open Arms. AECID n'est plus avec nous, mais nous avons la ville de Tarragona qui nous accompagne. Mais on s'est dit qu'à côté, on leur donne juste des cours qui font 45 heures. Pourquoi ne pas chercher des formations qui vont faire beaucoup plus professionnelles? Donc, il y a eu le projet MOFIM, qui est un projet d'envergure qui a commencé en 2021, où on avait pris 20 jeunes à qui nous avons payé la formation en électricité, climatisation, peu importe la palette de métiers que vous demandez. S'il y a une possibilité de le faire en accéléré, on vous accompagne pour que vous puissiez avoir soit le CAP, soit le diplôme d'école. Donc, 20 la première année, accompagné avec la mairie de Terrassa. Et on s'est retrouvé avec un autre partenaire, qui est une organisation privée qui s'appelle NowSims, qui nous a permis de prendre 60 l'année passée et cette année 90. Et nous continuons toujours à travailler avec Terrassa, qui a doublé l'accompagnement, qui est passé de 20 la première année en 2021 à 30 la deuxième année en 22, la 30 en 2022, et qui nous accompagne pour le même nombre en 2023. Ce qui veut dire que si vous regardez au total le chiffre de jeunes que nous avons formés au travers de MOFIM, nous en sommes à 200 et quelques. Et au travers Origine, nous avons sensibilisé presque 4500 personnes, formé presque 700 personnes à pouvoir au moins toucher un ordinateur. Parce qu'on se dit que dans la zone de Thiaroye, vous voyez des jeunes qui ont le bac qui n'ont jamais touché un ordinateur. C'est ça, c'est important. En tout cas, c'est un projet impactant, voilà. C'est un projet vraiment impactant. Et en termes de chiffres aujourd'hui, de retour, est-ce que vous avez pu retrouver après plus tard sur le terrain, sur le marché, par exemple, des jeunes qui maintenant volent de leurs propres ailes et qui ne pensent plus à prendre ces pirogues-là pour allier l'Espagne ou bien les côtes italiennes? Oui, nous avons le suivi qui nous permet de voir qu'il y a des jeunes qui se sont mis à leur petit compte, qui commencent à faire, comment ils appellent ça, les kiosques où ils font les impressions, photocopies, voilà. Etc. Donc, on a vu des jeunes qui font ça. Ça c'est bien. Et en retour, au niveau même de notre centre, quand il y a des postes qui sont vacants, on privilégie d'abord ces jeunes pour les récupérer, pour qu'ils puissent avoir des contrats formels. En tout cas, vous êtes vraiment à soutenir, mais dans cette liste-là que vous nous avez donnée de partenaires, vous n'avez pas cité de structures publiques et je pense que quand même un tel projet devrait bénéficier de leur accompagnement. Par exemple, le 3FPT, selon moi, devrait pouvoir peut-être vous offrir des bourses parce que quand même cela a un coût, cette formation, même si vous êtes dans le bénévolat. Oui, ça a un coût énorme, mais malheureusement, nous avons contacté les autorités. Peut-être qu'ils tardent à venir, peut-être qu'ils vont venir, on l'espère. 3FPT, non, mais les mairies aux alentours, l'hôtel de ville de Pikine, toutes les organisations qui sont autour de Pikine, l'arrondissement, le département, la ville de Pikine, nous avons aussi contacté l'ANPEJ, on a eu un rendez-vous où nous sommes allés, et ils nous ont fourni de l'aide concernant les formatrices. Donc, la dernière formatrice qui venait nous a été proposée par M. Dem, qui est à l'ANPEJ. Donc, mais l'accompagnement financier reste à désirer. Avec 3FPT qui donne des bourses, tout à l'heure, je vais vous donner la procédure avec l'agrément et les contacts, comme ça, vous pouvez les contacter directement. Bravo et félicitations. C'est une porte qui s'ouvre. Hein. Que vous inspire ce projet
Monsieur Hadj. Effectivement, on parle d'immigration clandestine, irrégulière. Accentuée aussi par le réchauffement climatique. C'est exactement ça. Absolument. Exactement ça. Moi, ce que je déplore souvent, en fait, un pays comme le Sénégal, qui sent le gaz et qui voit ses fils et ses filles prendre la pirogue, moi, j'ai du mal en tout cas, à l'accepter. Il y a des opportunités en vue. Il y a de véritables opportunités en vue. Donc, en tout cas, bravo pour votre initiative. Hein. Et comme il l'a dit, je pense rapprochez-vous du 3FPT. Qui peut beaucoup je sais que le DG, quand même, elle réagit spontanément. Une fois, on a eu à recevoir quelqu'un et à la suite de l'émission, bon, il a pu obtenir une ligne de crédit du 3FPT. C'est cela également. Donc, voilà, l'intérêt de Kenkeliba. C'est pour cela qu'on fait toujours de telle sorte que voilà, des personnes porteuses de projets comme celui-ci puissent être sur le plateau pour en parler, pour que les autorités soient au courant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir, par exemple, sur vos dernières activités, Madame Badji, avant qu'on cède la parole à nouveau à M. Hadj? Ce qu'il y a à retenir, c'est que nous voudrions que ce centre soit formalisé. Nous sommes en train de faire les procédures. Et comme vous avez dit, nous allons chercher des partenaires solides qui vont nous accompagner. Mais nous voudrions aussi mettre en place des structures qui nous permettent de pouvoir canaliser les jeunes pour qu'ils ne partent plus. Et nous avons essayé de voir d'envoyer 2 jeunes qui sont allés jusqu'en Espagne, qui sont allés faire la route que les migrants font pour pouvoir revenir, pour pouvoir témoigner. Parce que c'est lorsque nous vivons des choses que nous pouvons témoigner de façon plus concrète. Donc, on a une politique de retour qu'on veut installer au sein de Thiaroye, avec des équipements pour que les jeunes puissent travailler, qu'ils puissent avoir leur autonomie et éventuellement financer des nanoprojets, mais des nanoprojets qui seront financés après sélection des candidatures. Merci beaucoup, Madame Badji. Bonne continuation. Merci. Et félicitations pour ce que vous faites. Hein. Alors, M. Hadji, par rapport aussi, surtout au réchauffement climatique, et puis pour que l'Afrique puisse éviter ces pièges-là, on lui tend souvent, nous partons à ces grandes rencontres avec des délégations souvent qui ne sont pas tellement bien préparées, donc à bien négocier. Ça, on nous le reproche souvent. Je pense que certainement, vous allez le confirmer ou pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour qu'on puisse disposer de ressources humaines de qualité, capables de défendre le continent à l'occasion de ces grandes rencontres comme la COP21, comme la COP par exemple, voilà, sur les changements climatiques. Je vais essayer de... Voilà. Mais effectivement, vous l'avez dit en l'une, c'est-à-dire que quand on va à la COP, il faut être préparé. Tous les autres pays, en fait, c'est-à-dire qu'au niveau de préparation, en tout cas extrême, vous prenez le cas de la Chine, l'Inde, etc., mais c'est des gens qui envoient des délégations pour négocier et pour peser sur la table. Mais tant que nous, Africains, nous, Sénégalais, on ne comprendra pas vraiment les enjeux, ce sera du folklore pour nous. Et ça, c'est dommage, quoi. Voilà, en 30 secondes. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre bienveillance. Merci, Hadj, merci également à Véronique. Merci, Ibou, que nous retrouvons lundi, n'est-ce pas? Jour de match. Exactement. Merci à l'une, merci à l'ensemble des équipes en régie. Merci aussi à tous qui nous suivaient depuis 6h30. Kenkeliba, c'est fini pour cette semaine. On se donne rendez-vous dès lundi à 6h30 pour une autre semaine de travail. Bon week-end à tous. Inch'Allah. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Merci. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was. Rien de plus simple avec Lonas.bet.